Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast qui dépoussière les codes du marketing pour promouvoir un marketing responsable, positif et engagé. Je suis votre hôte, Anaïs Baumgarten. Pour des insights et le transcript de l'épisode, ne manquez pas de vous abonner à notre newsletter. Bonjour Marine Pétroline, c'est un plaisir de te recevoir sur Slow Marketing. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va super bien, Naïs, et merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors cet épisode sort à l'occasion du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes et non la journée de la femme, c'est pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Et donc pour marquer le coup, j'avais vraiment envie de parler de comment le militantisme, et ici particulièrement le féminisme, influence le marketing et vice-versa. Mais avant d'aborder notre sujet, Marine, est-ce que tu peux te présenter et nous parler aussi de ton projet, les chroniques du sexisme ordinaire ? Alors, moi, je suis un peu un mouton à 5 pattes. Je fais plein de choses différentes dans ma vie, mais si j'interviens aujourd'hui, c'est avec ma casquette de créatrice des Chroniques du sexisme ordinaire. C'est un média qui veut débusquer le sexisme dans les moindres recoins, car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Moi, je m'intéresse aux inégalités de genre qu'on ne voit pas et qu'on ne soupçonne pas. En fait, je considère que, le système de domination patriarcale crée des inégalités et des violences, de plein de formes différentes qui vont des plus graves aux plus anodines, des plus visibles aux plus invisibles. Donc souvent, quand on pense, inégalité femmes-hommes, on va penser, violence sexuelle et inégalité salariale. C'est des choses, graves, très visibles, pour les violences sexuelles absolument, intolérables et qu'il est urgent il est urgent d'y mettre fin parce qu'il y a des vies qui sont en jeu. Mais il y a aussi, ce qui peut sembler, pas trop grave, comme, la taille des poches de pantalon, le calcul du PIB ou le déneigement des rues en Suède. Petit teasing pour le premier épisode du podcast Chronique du sexisme ordinaire, parce que oui, c'est un podcast et un spectacle, on l'a pas dit. Donc moi, je vais m'intéresser à, toutes ces choses, qu'on ne voit pas ou qu'on ne soupçonne pas ou qu'on veut pas voir ou qui peuvent sembler pas graves, où on va dire: «Ah mais ça va, tu pas plus important comme combat». Bah, en fait, ce combat-là, c'est le mien et moi, je pense qu'il faut attaquer la citadelle, par tous les fronts. Bon, c'est pas génial cette métaphore, guerrière, mais parce que, tous ces systèmes de domination, donc il y a la domination des hommes sur les femmes, la domination des personnes blanches sur les personnes racisées, l'exploitation, des territoires qui ont été colonisés, pour parler, du racisme et de tous ces mots en isme. Et que ces systèmes, ils ont de multiples ramifications, ce sont des hydres rampantes et que, bah, faut couper, toutes, les branches et si on coupe, que, les branches, des violences sexuelles et des inégalités salariales, alors il y aura un gros job qui sera fait et ça sera génial et c'est nécessaire, mais ça ne suffira pas. Donc moi, je m'occupe aux petites racines qui semblent pas trop graves, mais qui peuvent ensuite, venir donner des gros arbres. Je t'avais contacté parce que ce qui m'intéressait, c'était avoir ton point de vue, en tant que militante et créatrice de contenu sur le féminisme, de comment tu utilisais les leviers de communication, marketing, pour promouvoir ton message. Et là, tu vois, quand j'ai entendu ta présentation, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la baseline du podcast. Si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Ouais. Et pour moi, tu vois, ça c'est du pur génie marketing, quoi. Oh merci. Bah, ouais, alors moi je suis une, marketeuse, sales, autodidacte, ascendant bon sens. J'ai commencé à m'intéresser à c'est quoi le marketing, tout ça, quand, heu, sans raconter toutes les étapes, mais à un Mhm. moment donné dans ma carrière, je me suis retrouvée, directrice bizdev d'une agence de design et intelligence collective. Je me suis dit: «OK, comment est-ce qu'on vend? Ah, mais c'est quoi un positionnement de marque?» et cetera. Donc Google est mon ami, j'ai lu, plein de trucs et puis bon, les bases de tout ça, c'est quand même beaucoup de bon sens, quoi. Heu, Bon sens et de réflexion et il se trouve que moi j'ai un passé dans, la recherche en sciences sociales, donc ça aide, aussi un petit peu et donc bah, je me suis intéressée à des questions de base comme, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pour qui, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qui guide nos actions et in fine, qu'est-ce qu'on vend? Et en fait, répondre à ces questions, c'est définir un positionnement de marque. Donc, quand j'ai décidé de lancer, Chronique du sexisme ordinaire, je suis partie de là et ça va te faire rire. J'ai même développé la plateforme de marque, si on emploie des termes un peu techniques, Ouais, avant même de sortir un épisode du podcast. Donc génial. j'ai une Ouais. page Notion, enfin même plusieurs pages Notion. Je crois que la partie d'ailleurs comme marketing dédiée au podcast dans mon Notion, c'est la plus grosse partie. J'ai fait des essais de baseline, j'ai pris tu sais, tous ces modèles un peu de slogans de vente en essayant de: «Ah tiens, qu'est-ce que ça pourrait donner pour moi?» Donc j'ai fait ces exercices de copywriting. J'ai beaucoup travaillé aussi sur l'identité visuelle
pour moi, c'était hyper important. Bon, on passe pas 5 ans dans une agence de design sans se rendre compte que le visuel, c'est important, qu'il faut y passer du temps et de la qualité. Et j'ai travaillé avec une ancienne graphiste de cette agence d'ailleurs pour créer, l'identité. Quelque chose d'assez simple, hein, que j'ai pu moi m'approprier parce que je suis pas graphiste, même si je sais faire, j'ai 2-3 bases et j'ai appris au contact, de l'équipe de graphistes et de designers, visuels avec lesquels j'ai travaillé pendant 5 ans. Et donc on a créé une identité hyper simple que je peux moi ensuite, réutiliser très facilement et décliner, mais qui est, parce que ça a été fait par une vraie directrice artistique, quand même, impactante et de qualité. Et d'ailleurs, c'est souvent un feedback que j'ai. Les gens me disent, «Ah mais dis donc, c'est hyper pro», quand ils regardent le feed Instagram, par exemple. «Ah, c'est clean, c'est pro, c'est bien fait», on a limite l'impression que c'est fait par une agence. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y a, quelques semaines, j'ai été contactée par une étudiante en sociologie ou anthropologie qui me dit qu'elle fait un mémoire sur, je ne sais plus quel sujet, les associations, pour les droits des femmes et leur communication, et elle me demandait si elle pouvait venir observer, donc en mode, observation anthropologique, le pôle réseaux sociaux. Alors je j'ai dit: «Beh, le pôle réseaux sociaux», alors c'est moi en pyjama dans mon salon. Pourquoi pas? Donc je lui réponds un petit peu en rigolant, en lui expliquant que, bah, en fait, derrière ce compte, il y a une seule personne, qui fait des trucs avec 3 bouts de ficelle, un micro, Canva et voilà. Et donc, bah, elle était un petit peu, gênée et puis elle m'a dit: «Ah mais, c'est tellement pro et tellement quali que je pensais qu'il y avait une équipe derrière». Donc ce qui est quand même assez flatteur, j'avoue. Même si ça m'a fait bien rire, j'ai partagé à des copines, créatrices de contenu. Alors après on a dérivé en mode: «Ah oui, et la DSI et puis le pôle archives et documentation, c'est ta bibliothèque. Puis il y a le restaurant d'entreprise aussi derrière dans ma cuisine». Hem, enfin bref. Donc en tout cas sur l'identité visuelle, j'ai mis du budget. Ça a été une des Ouais. grosses dépenses, au début. J'ai aussi acheté, le nom de marque. Enfin, j'ai déposé la marque à l'INPI, j'ai acheté le nom de domaine, enfin j'ai fait tous ces trucs un peu de base, de création de marque. Parce que je voulais que ce soit, pro, quali. J'ai aussi mis, alors là, on va plutôt parler du produit, mais le produit podcast, j'ai mis beaucoup d'efforts sur la qualité sonore. Je voulais que ce soit très quali aussi. Je voulais pas d'un podcast, dont le son est pas nickel. Donc c'est ça qui a guidé un peu le début. Et mine de rien, ça fait quand même bien illusion parce qu'on me prend pour une agence. Et finalement, c'est la force aussi d'un bon branding, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence. Effectivement, moi, je sais que je te suis à la fois sur Instagram, sur LinkedIn, sur Spotify, et je veux dire, je peux ne pas voir le nom du podcast ou ton nom à toi, en quelques fractions de secondes, je sais que c'est toi. Donc c'est Ouais, c'est hyper le efficace. violet et le Ouais. vert. Et parfois c'est des petits trucs, voilà, j'ai des flyers que je distribue. Et alors, les flyers au début, parce que donc comme je fais aussi un spectacle conférence, conférence spectacle, mais donc j'ai Mmh. aussi un pied dans le monde du one man, one woman show, des humoristes, du stand-up. Donc l'outil de base dans ce monde-là, c'est le flyer. Vous savez, ce flyer pour des spectacles où c'est l'affiche du Ouais. spectacle et donc au début je me dis: «Ah, je vais faire un flyer», et en fait, je l'ai fait, au début, j'ai un peu essayé de bidouiller, mais j'ai pas une affiche de spectacle telle qu'on les voit d'habitude. Et donc ce que j'ai juste fait, c'est, la plupart des flyers, ils sont en format portrait sur du A6. Moi, je l'ai fait en paysage, juste sur fond uni avec mon slogan la baseline: «Si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi», que j'ai fait imprimer sur du un peu plus épais que du flyer de base, pour que les gens ne le froissent pas, le gardent en mode carte postale, en fait, et que ça Mmh. finisse accroché sur le frigo, voilà, que ça soit un truc que tu gardes, c'est tous ces objets à message, en fait, et Ouais. ça a été pensé comme ça. Alors, rendons à César ce qui est à César, c'est que j'avais fait plusieurs essais et c'est un ami designer, qui, en lui envoyant les essais, en lui demandant: «Attends, qu'est-ce que tu en penses? J'arrive pas à trancher, il y a un truc, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, mais j'arrive pas à deviner quoi», qui m'a dit, «Ah bah, vas-y, mets juste le slogan en format paysage», et effectivement, ça marche super bien. Donc comme quoi la création visuelle, c'est un métier, et même si on peut bidouiller 3-4 visuels de bonne qualité dans Canva, le pinceau ne fait pas le peintre ou la peintresse. Et hem et à partir mais même si à partir d'une bonne identité, qui ne peut pas être créée par quelqu'un dont c'est pas le métier, j'y crois pas, Mmh. hem, on peut ensuite se débrouiller, mais mine de rien, moi régulièrement, de temps en temps,
J'envoie des screenshots où je prends avec mon téléphone une photo de mon écran et j'envoie à des copains, graphistes, designers: «Tiens, qu'est-ce que tu en penses?» et eux, ils et elles, ils ont l'œil pour me donner des indications. Ce que je trouve ça intéressant aussi avec ton exemple de flyer là, c'est que tu es sorti des codes, classiques, du flyer de spectacle déjà et tu as essayé de produire un objet qui ait une vie au-delà de effectivement ce flyer qui va, se froisser dans la poche ou rester dans l'entrée de l'appartement, pendant des mois sans qu'on y fasse rien et qui va plutôt avoir une vie de se dire: «Ah bah, en fait, il est joli, j'aime le message, ça résonne, avec, avec mes idées, mes valeurs et je vais vouloir l'afficher quelque part, quoi». Et dans les objets, je pense aussi, j'en ai 2 autres, c'est le Mmh. t-shirt. Et OK. donc j'ai un t-shirt violet avec le slogan, voilà. Alors, il est pas en coton bio, tout ça, encre responsable parce que c'est compliqué quand tu fais des unitaires, et de trouver du violet. Mmh. Mais bon, j'ai ce t-shirt avec lequel je joue le spectacle, que j'utilise, que je porte dans mes vidéos. Dès que je vais à un événement de networking, je le mets. Enfin vraiment, je fais la femme sandwich parce que si personne fait ma pub, personne ne le fera. Et mon autre objet, et là je pense que ça va te faire rire, c'est la pancarte. Ah oui, Et on revient sur le sujet du militantisme. ouais. Donc, en fait, il y a, je sais plus 2-3 ans, j'avais fait une pancarte pour une manif, je sais plus si c'était le 25 novembre ou le 8 mars, avec donc ce slogan: «Si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi». Mais vraiment pancarte de manif, hein, du carton, un manche à balai pour faire le manche et peinte au pinceau. Et c'est devenu un accessoire du spectacle. En fait, j'arrive sur scène avec cette pancarte et cette pancarte, je me suis aussi trimballée dedans dans des événements. OK. Avec dans des événements. Et donc, par exemple, en juin dernier, j'ai joué, le spectacle au Web Today, qui est une grosse conférence, innovation société à Nantes, qui est un super événement, allez-y. Cette année, ça va être un format un peu réduit, mais il devrait revenir en 2025, j'espère, parce que c'est vraiment top. Et donc, pendant les 2 jours, je me suis baladée dans donc, grosse conférence avec, le village des stands des partenaires, différents, salles de conf et cetera. Et moi, j'étais la meuf avec la pancarte. Alors, il a fallu que je négocie à l'entrée avec les vigiles qui, au début, ont pas voulu me laisser rentrer avec ma pancarte. Mais ensuite, c'était un super outil de networking parce que les gens, tu te balades avec la pancarte, tout le monde m'a vue. C'était la meuf à la pancarte. Donc les gens voyaient la pancarte, eye contact, là je m'approchais, pitch, flyer sur lequel j'avais collé une étiquette avec, l'horaire et la salle de la conf. Parce que dans Ouais. ces événements, il y a plusieurs confs en parallèle. Donc en fait, tu es en concurrence avec d'autres, présentations, conférences. Donc voilà, c'est du marketing, en fait, du street marketing, basico-basique. Et franchement, cette pancarte, mais, ROI de fou. Elle m'a coûté 10 euros. Mais quand même, alors ça va, petite anecdote. À un moment, je me balade dans entre les stands, il y a un mec, qui voit le truc, il était tout seul, je vais lui parler, machin, et là, il regarde la pancarte, il me regarde, il regarde la pancarte, il me regarde et il me dit: «C'est surtout les femmes frustrées qui ont ce genre de discours, non?» Oh, Donc là, mes gyrophares à trolls et mecs relous s'allument. Dans ce genre de situation, je clôture assez vite la conversation, je ne vais pas argumenter, ça ne sert à rien. Mais j'ai fait du content user marketing. J'ai fait une story en sortant du truc. Tu sais, la story sur le ouais. vif, quand tu es vénère et tout: «Vous savez pas ce que vient de me dire un mec, blablabla, blablabla». Ou, j'en ai fait un post LinkedIn, je sais plus. Enfin bref, voilà. On recycle tout, y compris, les messages négatifs, les trolls et les misogynes et les gros boomers. En fait, tu es une experte du marketing, quoi. Tu es, sur différents réseaux, différents canaux, tu utilises même du street marketing. Comment est-ce que finalement, les associations, les militants révolutionnent le marketing et la communication pour faire avancer leur cause? Moi, ce que je vois surtout, c'est que, bah, généralement, il y a moins de budget, donc plus de créativité. Est-ce que toi, tu as d'autres exemples en tête? Ouais, alors on peut aller sur, si on a en tête ce côté street marketing, happening, alors je pense que je sais pas si ces groupes, collectifs, s'approprieraient le terme de marketing. Il y a des chances que non, voire qu'ils nous jettent des pierres si on dit ça. Mais finalement, ce que faisait ACT UP, dans les années 90, balancer du sang, sur des intervenants d'une conférence, sang, faux sang, hein, Mmh. qui produisait dans une baignoire, à la maison, heu, c'est une forme finalement de rendre visible un message, de convaincre les gens, de persuader, de les rallier à un message et les rallier à une cause et la volonté de faire changer quelque chose. Et donc persuader, c'est ce que fait le marketing. Donc voilà, est-ce que finalement le marketing, c'est que des outils et des méthodes qu'on peut Mmh. utiliser pour vendre ou pour d'autres choses? Donc voilà, quand ils ont recouvert, l'obélisque de la Concorde, avec un enfin, non, place Vendôme ou Concorde? J'ai un doute. Place Vendôme, Oui. avec un préservatif géant, enfin
C'est incroyable. Et quand, une marque de luxe, recouvre, un bâtiment, finalement, ben, où est la un peu la différence? On est dans la démarche artistique? Est-ce qu'on est dans le happening militant? Est-ce qu'on est dans le street marketing? Je sais pas trop. En tout cas, il y a un peu des génies de la communication dans tout ça, quoi. Et voilà, dans la rue, les collages féministes qu'on a vu fleurir Mmh. ces dernières années, finalement, voilà, c'est du street marketing. Alors, est-ce qu'on va voir à un moment donné des marques se réapproprier cette pratique? Ce qui serait quand même problématique, je pense, et qui se ferait vite taper sur les doigts à mon avis. Mais voilà, d'afficher des messages, avec, les collages féministes, hein, c'est des feuilles A4, on peint, c'est de la peinture achetée chez Leroy Merlin, noire. C'est bien parce que la peinture noire, c'est pas cher en plus parce que ça se vend pas. C'est, des petits groupes de personnes qui se rassemblent dans un appart un soir pour peindre les trucs, mettre les feuilles dans l'ordre et qui sortent la nuit avec de la colle à papier peint, pour aller, mettre ça sur les murs. Parce qu'évidemment, c'est des choses qui sont interdites, donc on fait ça, de nuit un peu en mode discretos, même si bon, si on se fait choper, on risque pas grand-chose. Mais il faut quand même avoir sa pièce d'identité sur soi, c'est un conseil important. Sinon, mon dernier coup de cœur du moment, alors là, je pense que c'est plus une démarche artistique et militante que du marketing. Je vous invite à aller écouter Planète Boom Boom. C'est un collectif de Alternativa qui veut mettre de la teuf dans les manifs et de la manif dans les teufs. Et en fait, ils créent des chansons. Alors, ils détournent pour certains titres des chansons connues sur lesquelles ils collent des slogans militants. Et ils ont entre autres récemment fait un clip avec des cheminots de Sudrail sur le fret. Donc le fret ferroviaire qui est démantelé en France depuis de nombreuses années. Et donc leur parole, c'est nous, on a des goûts basiques, on aime le service public. Les vieux remèdes de grand-mère, on veut du fret ferroviaire. Et ils chantent du fret, du fret, du fret, du fret, du fret. Et c'est excellent. Et moi, je suis déjà allée à des soirées qu'ils organisent et tu sautes dessus, tu danses comme si tu étais en boîte, quoi. Enfin, et ils le font en manif. Donc ils font chanter les gens, ils font danser les gens en manif. Ils ont même, ils ont des grandes sur un des titres, ils ont des grandes pancartes et ils font du karaoké, en fait. Donc ils font défiler les les Ouais. paroles sur des grandes pancartes, genre pancartes de manif, peintes, à la main et ils font chanter les gens. C'est du génie. Non, je pense que si j'étais, DA en agence, je vois ça, directeur de création, je fais: «Ah mais c'est incroyable! Ces gens sont géniaux!» Bah, typiquement, je vois enfin, le lien entre, mettre passer des messages militants, sur des chansons et en faire un peu des hymnes, qui restent en tête et en fait, on va les chanter, on va oublier peut-être le message, mais en fait, ça va rester dans notre tête et le message va passer. C'est de la même manière que les marques, utilisent, des slogans et «Les Bah oui, produits et nos amis pour la ouais, ou vie». Babybel. Voilà, Je enfin, tu hier matin, j'écoute FIP le matin, donc la radio de Radio France et qui passait, la chanson des Beach Boys. Heu et moi, tout de suite, j'ai chanté Ba 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 Babybel et pas Ba 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 Babareno Babare non, j'ai chanté Babybel, ouais, quoi. l la connexion se fait directement, quoi. Et pour revenir sur ton point sur les affiches, alors je connais pas et j'ai pas en tête de marque qui ait utilisé vraiment le même code graphique du A4 avec les lettres et cetera, mais mine de rien, moi j'ai vraiment vu, cette tendance croître ces 10 dernières années, l'affichage urbain, qui est désormais, parce que du coup les marques ne le font pas de manière, illégale sur des murs où elles ont pas le droit, c'est hyper codifié, c'est à des endroits spécifiques et cetera. Mais maintenant, il y a des régies, publicitaires qui proposent ce format-là et en fait, c'est rigolo parce que moi, j'ai déjà été dans des meetings où, ils te présentent ce format en mode, «Houhou, on va faire quelque chose d'un petit peu, on va sortir des Wouhou! Ah codes, là là! attention». Oh là Mais là! bon, Mon en même le temps, on frisson de l'aventure! ouais, mais en même temps, on va le faire qu'à des endroits où c'est bien autorisé et qui ont été négociés en amont avec la mairie. Donc tu vois, c'est quand même, enfin, tu vois l'influence de ouh, ça marche, on voit que ça marche. En fait, ils suivent le mouvement et si la société va, un peu par là, bah, ils vont y aller et c'est là, je pense, où on rejoint, la question de, voilà, marketing, militantisme. Les gens qui font du marketing professionnellement pour vendre des produits s'adressent à une cible Mmh. à laquelle ils doivent faire adhérer un message. Donc il faut être différent pour se différencier des autres. Il faut potentiellement être un peu provocateur pour attirer l'attention et susciter l'adhésion, mais pas trop. Et ils peuvent pas être trop clivants, et ils peuvent pas être trop en rupture et ils peuvent pas être trop radical parce que c'est se couper de leur cible et moi je pense qu'en marketing, ils ne font que suivre des tendances, peut-être détecter parfois des débuts de frémissement, de changement,
mais ils ne sont pas à l'initiative du changement. Ils ne font que s'adapter à la société et si, la tendance est à, on veut des produits éco-responsables et féministes, alors qu'est-ce que ça veut dire des produits féministes? Je ne sais pas. Heu et ben, on va leur donner, quoi. Et même des très grandes marques, alors pour revenir sur des sujets, féminins, nos amis, Procter& Gamble et compagnie qui produisent, des protections périodiques, très problématiques sur, plein d'aspects, composition qui n'est pas connue, et cetera, et cetera. C'est des marchés énormes, c'est des Ouais. milliards d'euros chaque année. Et quand il a commencé à avoir le mouvement de: «Ah bah, attention les tampons, on connaît pas la composition, c'est blanchi au chlore, c'est dégueu pour la santé et pour l'environnement», et qu'il y a des marques plus engagées qui ont fleuri, entre autres sur Instagram, pour faire, des protections bio, des culottes menstruelles, et bah, là, ces marques, voyant sentir le vent tourner, ont sorti des gammes, bio, et comme il faut, voilà. Juste, ils donnent au marché ce que le marché attend, quoi, et ce que le marché est prêt à payer. Ouais, mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est que, bon, ils sortent cette nouvelle gamme, mais ils changent rien à la gamme, classique, Ah quoi. oui! Ils s'achètent une bonne conscience, c'est-à-dire: «Bon, on va choper cette petite part de marché de gens qui veulent du bio, machin, mais on va continuer à vendre le produit de base, dégueulasse, dangereux et pas bon pour l'environnement et pour la santé, quoi». Alors peut-être que là, ça va changer puisque maintenant en France, alors je sais pas si le décret est sorti ou pas, mais Élisabeth Borne, quand elle était première ministre, avait annoncé le remboursement par la sécurité sociale pour les jeunes de moins de 25 ans des protections périodiques réutilisables, donc cup, culotte menstruelle. Donc est-ce que ça va, amener toute une génération à l'utilisation de ces protections qui sont en fait économiquement beaucoup plus avantageuses que d'acheter des tampons et des serviettes tous les mois, hein? On va pas se mentir. Une fois que tu achètes une cup, tu en achètes une et tu la changes pas, tous les 4 matins, quoi. Donc est-ce que ça va amener un changement? Et je suis sûre, en tout cas, les marques de lingerie, genre Dim fait des culottes périodiques maintenant. Tu vois, l'exemple, qui me vient en tête, là, c'est Always, avec sa compagne, Like a Girl, qui, je trouve, d'un point de vue, message, féministe, est hyper puissante. Je mettrai le lien, de la vidéo si vous l'avez jamais vue et genre juste très courte description, mais en fait, ils demandent à des adultes, globalement, de courir comme une fille, crier comme une fille, faire ses courses comme une fille et cetera, et donc tu vois, il y a toute une mimique, une gestuelle, hyper dégradante. Et ensuite, vont poser les mêmes questions à des petites filles et qui vont juste courir normalement et vouloir courir très vite. Et la question de la campagne, c'est à quel moment ça bascule, à quel moment Like a Girl, c'est devenu une insulte et une expression dégradante. Moi, je trouve la campagne hyper forte dans le message et dans les idées qu'elle véhicule. Maintenant, bah, tu vois, c'est ce qu'on disait, genre Always, il y a énormément de travail à faire sur plein d'autres sujets. Et j'aimerais bien savoir ton point de vue à toi de quand tu vois des campagnes comme ça, des grandes marques qui utilisent des messages féministes, qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que ça te fait penser? Alors, ces campagnes, vaste, sujet. Alors déjà, on peut se dire: «Bah, ouais, ça va dans le bon sens et sincèrement, on va pas cracher dans la soupe». Et si, ce genre de messages peuvent avoir l'exposition que peuvent donner des marques avec une telle force de frappe, bah, c'est toujours cette prix. Mmh. Mais faut pas le prendre pour argent comptant non plus. Ces marques derrière, Always, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut vendre des protections périodiques, et si tu vas dans les rayons, du supermarché, tu vas trouver, des serviettes ultra absorbantes, des serviettes pour les jours où tu as pas tes règles parce qu'il faudrait pas quand même que ta culotte, elle sente quelque chose, des serviettes, pour si tu as des culottes noires, des serviettes pour si tu as des strings. Donc vendre une gamme de produits dont on n'a pas, Ouais. toujours besoin et qui, on l'évoquait juste avant, reste quand même problématique. Est-ce que en interne, ces marques, au-delà du message affiché et de l'image renvoyée en extérieur, est-ce qu'elles sont exemplaires en interne sur leur politique salariale? Sur, est-ce que, au, comex, de Always, il y a 50 de femmes? Il faudrait aller vérifier, mais j'en doute. Donc, là où ça devient problématique, c'est à quel point elles sont cohérentes entre le message qu'elles renvoient et la bonne volonté et ces valeurs affichées et la réalité de leurs produits. Est-ce que leurs produits, sont dangereux pour la santé des femmes et l'environnement? Est-ce que leurs produits, si on a une marque de fringues, sont pas, produits par des femmes, exploitées à, même pas 1 € de l'heure, dans des pays, où, les conditions, de travail, le permettent? Bah, si c'est pour vendre des t-shirts, Women Empowerment, produits par des Pakistanaises à moins d'1 € de l'heure, il y a un souci de cohérence, et là, on tombe dans le féminisme washing. Donc vous connaissez le greenwashing, et ben, c'est la même chose avec la cause des femmes. Donc moi, j'ai tendance à dire ces campagnes, c'est
ça te prie, mais restons vigilantes, regardons vraiment et ne donnons pas un blanc-seing à ces marques. Et puis il y a autre chose qui doit nous interloquer, c'est que ces campagnes, tu l'as dit, elles prennent aux tripes. Et moi-même, là, Mmh. quand on préparait l'interview, je les ai re-regardées. J'ai re-regardé les vidéos de Dove, de Nike, donc Nike a fait, June Crazier où c'est, «Tu peux le faire», «You can, dunk», donc c'est le truc au basket, tu vois Serena Williams qui tape dans la balle, c'est ça te tire ta petite larme, hein. Ouais. Et c'est des spots qui te tirent la petite larme, qui font appel aux émotions avant la raison. Alors on sait, on est entre marketeurs, marketeuses, on sait le pouvoir du storytelling, des émotions et à quoi ça sert et c'est important. Mais c'est des messages, voilà, qui jouent à fond sur le curseur des émotions. Par contre, le raisonnement, le message de fond, la possible remise en cause politique d'un système, elle y est pas. Donc voilà, faut pas prendre ce genre de message pour argent comptant, faut prendre ces campagnes pour ce qu'elles sont, des campagnes de communication d'une marque qui, in fine, veut vendre des produits, en affichant certaines valeurs et si ça va dans le bon sens, tant mieux, mais on va pas leur signer un chèque en blanc et que, si ces messages affichés ne sont pas en cohérence avec un vrai travail sur leurs produits et sur leurs pratiques, entre autres salariales en interne, on tombe très vite, dans du washing. Et pour compléter, avec ces campagnes, elles se mettent pas beaucoup en danger, en fait, Mmh. parce que ça porte des messages qui sont socialement acceptés. Donc quand Dove, qui a été précurseur, hein, et puis en plus qui a été, Dove, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont sur, la diversité des corps, des représentations. Donc cette campagne, vous avez tous, et toutes, je pense, vu, sur des abribus de femmes en culotte soutien-gorge, des femmes, blanches, un peu grosses, pas blanches, de plusieurs âges et cetera. Ça a été une révolution à l'époque, mais à un moment où c'était socialement accepté de montrer ces corps différents. Et puis corps différents qui sont différents sur un paramètre. Si on Mmh. montre une femme noire, elle est jeune et mince. Si on Ouais. montre une femme âgée, elle est blanche et d'un certain standard de beauté et bien mise avec, des jolis cheveux gris, argentés, et cetera. Heu, on attend encore, voilà, la campagne, d'une femme, noire, grosse, handicapée, et considérée, dans des standards de beauté comme pas jolie, quoi. Heu, donc en tout cas, mettre en avant des corps différents et ce côté «la beauté est intérieure, il y a différentes formes de beauté, blablabla», c'est un message au moment où Dove sort sa campagne qui va pas se prendre un bad buzz. Par contre, quand c'est des messages que la société est pas prête à recevoir, une certaine partie de la société, là, le retour de bâton se fait sentir. Je pense à une campagne de Gillette en 2019. Donc Gillette, c'est les rasoirs pour les hommes et ils ont sorti une campagne avec, qui remettait en question, les injonctions à un certain type de virilité et de masculinité. Donc sur le fait, que les hommes, c'est pas forcément que, des gros durs, qui font des barbecues et qui ne pleurent pas. Et ils se sont pris un gros backlash parce que autant dire que toutes les femmes sont belles et girl power et on y va et on brise le plafond de verre, ça c'est aujourd'hui socialement accepté. Par contre, dire que les hommes devraient peut-être être moins des hommes au sens admis de la virilité hégémonique, ça, la société n'est pas encore prête à l'entendre et parce qu'en fait, quand dans un système de domination, on parle d'élever les dominés au rang des dominants, en fait, c'est juste, c'est équitable, donc ça passe. Par contre, quand on parle de faire «descendre» entre guillemets les dominants au rang des dominés, donc quand on parle que des hommes adoptent des traits de caractère, des qualités, des comportements qui seraient jugés féminins, là, ça relève de la dégradation et c'est beaucoup plus durement accepté. Donc on parle beaucoup d'éduquer les petites filles, comme les garçons, de «You can do it», tu peux faire du sport et tu peux aller jouer au rugby dans l'équipe de rugby masculine et toi aussi tu peux aller te battre et tout. Mais à aucun moment on remet en cause le système fait par et pour les hommes et on dit aux hommes: «Allez-y, allez vous battre», donc merci du cadeau, quoi. Et par contre dire, ça serait peut-être intelligent aussi qu'on socialise un petit peu moins les garçons dans cette virilité toxique et qu'eux aussi ils jouent à la poupée, qu'on leur apprenne l'empathie, à parler de leurs émotions, tout ça, tout ça. Alors là, tout de suite, pour, essayer, hein, parler de ce genre de choses dans un dîner entre amis, au café avec des gens qui sont pas, très, woke, conscients, debout sur les barricades, vous allez voir, ce que ça donne, quoi.
Et d'ailleurs, on le voit même, dans la culture en général, dès qu'il y a un acteur ou un musicien qui a un peu des caractéristiques, féminines, dans ses vêtements, son attitude ou la manière même de performer son art, il y a toujours un backlash de ouf, ça montre à quel point on a une société qui est pas prête à accepter, du coup, ce renversement de situation. En tout cas, une certaine partie de la société particulièrement virulente. Moi, j'aimerais bien revenir, à ton podcast, Chronique du sexisme ordinaire. Donc c'est un média militant et je me demandais, c'est quoi les challenges que tu as pu rencontrer, du coup, au niveau de ton marketing et de ta communication sur le fait justement d'avoir, ce message dans ta communication? Bah, ce qui est, difficile comme toute, activité de création de contenu, c'est de tenir sur la durée Mmh et mh. pour, tenir sur la durée, donc il y a tout, le sujet de où est-ce que tu trouves des nouvelles idées, comment tu te renouvelles, gna gna gna. Bon, ça, moi, vu les sujets, ça va, j'ai une liste possible de sujets, c'est assez une source, assez intarissable. Par contre, bah, comme dans tous, toutes les personnes qui ont ce genre d'activité, c'est, comment je fais ça, sans habiter chez mes parents en bouffant des pâtes? Parce qu'on vit dans une société où le logement n'est pas gratuit, le logement est très cher et où on ne paye pas son loyer ni sa note au supermarché en visibilité ou en bons sentiments. Donc à un moment donné, il faut gagner de l'argent pour vivre dignement. Donc à partir de là, on a plusieurs, possibilités. Dans l'économie des médias, généralement, soit on vend de l'attention de son audience, c'est la pub, soit l'audience vous achète et c'est l'abonnement. Mais dans les 2 cas, il faut avoir, une audience, très importante et donc, pour un petit, média militant, fait avec, un peu 3 bouts de ficelle, beaucoup d'amour et de qualité et de professionnalisme, mais bon, c'est quand même difficile. Et même quand on a pignon sur rue, je me souviens d'une discussion un jour avec une personne qui, travaillait pour Les Glorieuses, la newsletter et qui était en charge de trouver des sponsors pour Les Glorieuses et Les Glorieuses, c'est quand même une grosse audience. C'est pas non plus, la newsletter des Femen, enfin voilà, c'est des contenus, très poussés, très recherchés, très bien construits, mais qui sont quand même, dans le milieu féministe, assez mainstream, on va dire, mais qui sont nécessaires et des très bonne qualité. Ben, cette personne me disait: «En fait, c'est dur de trouver des annonceurs parce que, les marques ne veulent pas s'engager, même s'ils sont d'accord, mais au moment de signer le chèque et de s'afficher, tout d'un coup, bah, il y a vachement moins de monde, quoi». Donc voilà, c'est dur et en plus sur nos messages et nos sujets, c'est encore plus dur. Donc après sur, mon sujet, on peut se dire: «Bon, bah, c'est un sujet d'intérêt général». D'ailleurs, il y a des politiques publiques sur le sujet. Ça fait partie, l'égalité entre les hommes et les femmes, ça fait partie des objectifs du développement durable, des Nations unies pour, enfin les objectifs, 2020 ou voilà, les ODD. Donc je me dis: «Bah, je peux aller chercher de la subvention ou du mécénat». Là aussi, c'est hyper dur. Enfin, je pourrais avoir 3 personnes à plein temps qui bossent dessus, ça suffirait pas. Et donc je suis arrivée à la réflexion de: «Eh ben, est-ce que ça serait pas plus efficace et moi ça me correspondrait mieux d'avoir un produit qui a une valeur pour une cible donnée» et on revient à des réflexions marketing, «à vendre et qui puisse générer des revenus qui me permettent, bah, de faire vivre ce projet, sans forcément me rémunérer». C'est pas l'objectif initial et un jour j'arriverai peut-être à le faire, mais pour l'instant c'est pas le cas. Mais au moins qui me permettent de couvrir les frais incompressibles. Heu et puis, peut-être, bah, de payer des gens pour faire certaines choses qui me prennent trop de temps, qui sont pas ma zone de génie, qui finissent par m'asservir, en fait. Je veux pas non plus devenir esclave, de mon projet et passer mes soirs et mes week-ends et me dire: «Ah, il faut sortir cet épisode», parce que alors moi j'ai un naturel, tu sais dans les types psychologiques des gens dont la motivation vient de l'interne ou de l'externe, moi ça vient de l'interne et je suis mon propre tyran, très facilement, quoi. Donc j'ai quand même un peu cette petite voix qui me dit: «Attention!» Et puis on tombe vite là-dedans quand on est sur ces sujets qui nous prennent aux tripes et pour lesquels on a envie de se battre. Donc tout ça pour dire que c'est la raison pour laquelle j'ai créé le spectacle conférence. Alors au tout début du projet, j'ai pas parlé de l'origine du projet Chronique du sexisme ordinaire, comment ça m'est venu, mais au début, c'était un peu un side project, une idée en l'air dans une période professionnelle compliquée où en gros j'étais en burn-out, en arrêt maladie sous anxiolytique, comme beaucoup de, gens de 30-40 ans qui se posent des questions sur leur vie et la quête de sens. Et puis c'est devenu ce que c'est devenu, aujourd'hui. Et au tout début, c'était d'abord un projet de scène. Je m'étais dit: «Ah, si je faisais du stand-up, mais du stand-up engagé». Bon alors, je ne fais pas du stand-up, même si on pourrait me dire que: «Ah mais c'est du stand-up ton truc». Non, pas vraiment.
Hem et donc j'ai commencé par le podcast, j'ai fait des cours dans une école de théâtre, j'ai fait quelques sketchs et je me suis dit: «Tiens, il y a peut-être un truc». Ensuite, j'ai eu l'opportunité d'intervenir et j'ai bluffé, là aussi, génie marketing ou de stratégie, je ne sais pas. Fake it until you make it, hein. J'ai bien été biberonnée à la Startup Nation. Donc j'ai pitché, le spectacle, 2 fois, en disant: «Mais oui, je peux le faire», alors qu'il n'y avait rien d'écrit. On m'a dit: «OK» et à partir du moment où tu dis: «OK», bah, tu es bien obligé de le faire. Et donc petit à petit, je me suis dit: «Tiens, bah, finalement, le gros test, ça a été cette, intervention au Web Today dont on parlait tout à l'heure». Je me suis dit: «Bon, bah, OK, il y a un truc, je suis devant un public de professionnels». Les gens, ils viennent là dans une logique, business, B2B, développement pro. C'est passé, j'ai été programmée, on m'a pas jeté des tomates, il y a un truc. OK. Ça a été un peu mon MVP, hem, comment on dit? Mon POC, mon proof of Ouais. concept, et c'est là que je me suis dit: «Il y a quelque chose», et donc ce que j'essaye de faire depuis, donc c'était il y a, un peu plus de 6 mois, en vrai, c'est très récent, c'est de positionner Chronique du sexisme ordinaire en tant que conférence sur le marché de ce qu'on appelle, la conférence professionnelle. Donc c'est tous ces speakers, qui parlent plutôt de leadership, d'audace, de dépassement de soi, de performance au service du sens. Donc autant dire que je m'inscris pas trop dans ce genre de message. Mais en tout cas, c'est ce marché-là. J'ai pas encore bien trouvé le truc. C'est un marché où ça prend du temps de se faire connaître, voilà, il suffit pas de dire: «Bonjour, j'ai une conférence, achetez-moi». Hem, mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de creuser, voilà, de m'inscrire dans ce marché-là pour générer des revenus, qui sont, à proportion du travail fourni, sans commune mesure avec, ce que peut permettre de générer un podcast. Alors que le travail de fond, de recherche, d'écriture et de mise en forme, c'est quasiment le même en vrai. Mmh. Mais le produit final, il y en a un pour lequel, parce que tu vends une expérience à un instant T, des entreprises sont prêtes à payer plusieurs milliers d'euros pour que tu viennes le faire devant leurs équipes. Alors que le podcast, dans l'imaginaire, collectif, dans nous, et je fais partie de ces gens, hein, c'est un truc en ligne que tu écoutes gratuitement, et les gens ne payent pas, pour ça, sauf, alors il y a quelques exceptions, oui, Clémentine Gallet, oui, Mathieu Stéphanie, enfin bon, 2 personnes pour combien de podcasteurs et podcasteuses indépendants, Voilà pour la question du business model que je travaille toujours, hein, qui n'est pas encore, fonctionnel et stable, mais Chronique du sexisme ordinaire a quand même fait sur l'année 2023 10 000 € de chiffre d'affaires. Alors c'est pas le SMIC LinkedIn, mais pour pas mal de podcasteurs indépendants, c'est vraiment waouh, et C'est pour être tout énorme. à fait transparente, ça a été, 60 de subventions et dons et OK. 40 de revenus, liés, au spectacle. OK, super intéressant. Et à côté, je fais des missions en freelance pour payer mon loyer, quand même. Dans cette question, il y avait un deuxième point que je voulais aborder avec toi, c'est alors à mon échelle, j'en ai pas des masses, mais je sais que dès que j'aborde certains sujets comme, l'écriture inclusive ou quoi que ce soit, j'ai un peu plus de monde dans les commentaires, LinkedIn. Récemment, j'ai reçu un commentaire qui me demandait, si je faisais du marketing d'extrême gauche. Ça m'a laissé un peu dubitatif, mais C'est quoi le marketing d'extrême gauche? je Faut lui montrer Planète Boum Boum à cette personne, ouais, hein. je vais lui envoyer ça. Mais du coup, je voulais savoir parce que je sais qu'il y a des trolls sur LinkedIn, mais je pense que sur Instagram, sur TikTok, sur d'autres réseaux, c'est quand même un peu plus fort. Avoir un peu ton retour d'expérience à toi, de comment est-ce que tu gères ça? Ouais. Alors moi, c'est quelque chose qui me faisait très peur au début. J'ai été complètement traumatisée par le documentaire qui s'appelle Sale pute sur le Mmh. cyberharcèlement, de journalistes, militantes, femmes, voilà, et raison pour laquelle d'ailleurs, je me suis orientée sur le podcast et pas vers la vidéo. J'aurais pu faire une chaîne YouTube, bon, ce qui nécessitait, plus de compétences et de travail, et le podcast, c'était aussi plus facile quand même. Mais le podcast, tu montres pas ta tête. Pour laisser des commentaires, faut aller dans Apple Podcast, machin. Enfin, j'ai encore jamais vu des trolls qui disent: «Ah, c'est de la merde en masse, sur Apple Podcast». Donc tu es assez, protégé. Après, bah, il y a Instagram, parce que très rapidement, voilà, c'est un peu le canal naturel. En tout cas, moi, quand j'ai commencé, c'était le canal naturel pour du contenu, militant féministe. C'est un peu là, et d'ailleurs Instagram m'a surtout, aidée à me faire un réseau, à créer des liens, de sororité et parfois des partenariats avec, d'autres créatrices de contenu, plus qu'à vraiment à gagner de l'audience, je pense. Hem mais il se trouve que j'en ai pas trop, moi, eu des trolls. Alors j'ai eu, hein, des petits trucs, j'ai eu une fois un raid sur une vidéo, une série d'emojis, genre 40 ou 50 commentaires en 2 heures, emoji tasse de café.
ce qui dans le monde des masculinistes veut dire women are stupid. Je ne le savais pas, je l'ai appris. Donc OK. j'ai laissé un peu tourner le truc parce que c'était pas trop violent et bah, ça fait augmenter les vues, hein, et ça fait augmenter le reach, donc merci les trolls. C'est ça qu'ils se rendent pas compte quand tu sais, quand ils viennent te pourrir. Alors oui, il y a l'impact psychologique et tout et c'est ça, c'est de la pollution, hein, mais ils te servent quand même ta visibilité. Et 2 fois, j'ai eu un shutdown, j'ai eu ma chaîne YouTube, où j'héberge juste des vidéos, je développe pas la chaîne en tant que telle. J'ai eu fermeture de mon compte YouTube avec un message, «Vous êtes banni à jamais de la galaxie car vous avez enfreint les règles de la communauté» et c'était pas juste une histoire de: «Tu as mis une musique où tu as pas les droits», tu vois? Et Ouais. j'ai fait un recours et c'est revenu assez vite. Donc je pourrais jamais le prouver, mais il y a de fortes chances que ce soit dû à un raid, masculiniste et ça m'est arrivé aussi une fois sur mon compte Instagram et c'est revenu en quelques heures. J'ai eu beaucoup de chance parce que, je connais des personnes, qui ont été victimes de même genre de choses et qui ont mis beaucoup plus de temps, voire qui n'ont jamais récupéré leur compte. Hem, mais ça s'arrête là et puis alors TikTok, je me suis lancée sur TikTok il y a 1 an et demi, j'ai ouvert la chaîne, je m'y suis mis à fond pendant un été, genre publie une vidéo par jour. Bon, enfin, j'ai fait une vidéo tous les 2 jours, j'ai atteint les quelques 10 000 abonnés et en fait, c'est une plateforme qui m'a donné des palpitations, très vite. Contrairement à Instagram, Instagram, l'algo fait que, on est un peu dans notre petite bulle de bisounours et en fait, quand tu suis des trucs féministes, on te montre des trucs féministes et les bulles informationnelles sont assez séparées. Donc, c'est un problème global de, ben, les gens sont que dans des chambres d'écho qui viennent confirmer leurs propres opinions. Mais en tout cas, quand toi, tu crées du contenu sur le genre de sujet, c'est une façon aussi de te protéger. L'algo de TikTok, il fonctionne, différemment, c'est beaucoup plus ouvert. Alors c'est chouette parce qu'il y a plus de gens différents, qui peuvent te découvrir. Mais moi, j'ai été confrontée, alors pas trop à des insultes ou des menaces, mais vraiment à de la bêtise et c'est ça qui m'a, plombée. Je pense par exemple à un extrait de l'épisode sur les cours de récré que j'avais publié une fois, qui a buzzé un peu sur, TikTok, où j'explique, que, dans les cours de récré, il y a le petit garçon qui occupe tout l'espace pour jouer au foot et puis les petites filles, elles sont sur les côtés, voilà. Majoritairement, c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'ont observé des anthropologues, des sociologues, des géographes qui ont travaillé sur le sujet et 90 des commentaires, c'était: «Eh ben moi, dans la cour d'école de mon enfant, ça se passe pas comme ça, tu as tort». Et là, tu te dis: «Mais les amis, la différence entre statistique et expérience individuelle» et alors ça a un nom ce phénomène, j'oublie lequel, mais qui dit que en fait, produire une réponse à ce genre d'argument, à l'emporte-pièce demande 10 fois plus d'énergie que de produire cet argument et que c'est sans espoir, en fait, d'y répondre. Mais forcément, ça t'attaque, en fait, tu as envie. Puis toi, quand tu as mis des heures et des heures dans la production d'un contenu intelligent, alors maintenant, moi, je vais plus vite, mais les épisodes, du format historique Chronique du sexisme ordinaire qui durent, 10-20 minutes, c'est une semaine de travail à plein temps, de recherche, d'écriture, de montage, de et forcément que tu ne produis pas la même pensée, que, quelqu'un qui passe par là et qui en, 30 secondes, même pas, en 10 secondes, te met un commentaire à Mmh mh. l'emporte-pièce sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut réussir à avoir suffisamment de recul pour se dire: «Non, ces 2 paroles ne se valent pas» et une façon de se protéger, c'est de refuser de discuter avec des gens qui n'ont pas le même niveau de connaissance que toi sur un sujet. Parce qu'en fait, c'est sans fin et c'est sans espoir. Ou le seul espoir que tu peux avoir, c'est de toucher la majorité silencieuse qui ne dit rien, qui ne commente pas, mais qui lit ou qui écoute. Mais en tout cas, tu ne convaincras pas et ce n'est même pas la peine d'essayer, de parler sincèrement avec le mec, qui te dit que tu fais du marketing d'extrême gauche. En fait, il faut utiliser la même technique que les politiques quand ils vont à la télé et qui ne répondent pas à la question qu'on leur pose et qui assènent leur message inlassablement et qui, sont en boucle sur, leurs éléments de langage, comme on dit. Et ben, moi, Mmh. c'est pareil. Je suis en boucle sur certains éléments de langage et je répète inlassablement. Donc, moi, ce que je vais répéter, c'est les chiffres des violences sexuelles, c'est, voilà, certains, arguments ou punchlines. Il faut faire pareil. Donc, mais on parlera communication politique dans un autre épisode peut-être? Non, mais intéressant et je trouve sa perspective dessus enfin moi ça m'aide parce que je vois très bien, j'ai eu une autre publication où pour le coup là je me suis retrouvée avec énormément de commentaires, et effectivement, moi j'avais passé, des heures dessus, de travail, de recherche, à citer des études et cetera et en fait les réponses étaient: «Bah je suis pas d'accord». J'étais: «Bah OK Et très bien, donc ou envoie-moi une étude qui me montre l'inverse», tu vois? Mais c'est pas oui, mais enfin ça demande du temps, de l'énergie, c'est fatigant et les gens ne font pas ça parce que
beaucoup plus facile de en fait, quand tu viens avec des faits qui viennent heurter de plein fouet leur Mmh mh, représentation mmh. du monde, c'est extrêmement violent et donc plutôt que de se dire: «Ah tiens, peut-être que le monde n'est pas tel que je le pense», ce qui est très déstabilisant, qui fait peur. La plupart des gens n'ont pas envie de ça, à part les masos comme toi et moi qui se disent: «Ouais, on va changer le monde!» La majorité des gens, non! Ils ont envie de continuer à mettre la tête dans le sable, ils ont envie de continuer à penser que le changement climatique n'existe pas et qu'on peut consommer sans limite et parce que c'est ce qu'on leur a répété pendant des décennies. Donc évidemment que c'est extrêmement violent de se rendre compte que non et c'est mal et on va Ouais. tous mourir. Hem, la réaction de ces gens elle est normale et donc toi, la seule chose que tu peux faire, c'est t'en protéger, comprendre les mécanismes qu'il y a derrière et te donner des règles de, bah, j'y réponds pas, je laisse pisser et puis si c'est trop dur moi, à un moment donné, TikTok, j'avais des palpitations au moment d'appuyer sur le bouton envoyer et donc j'ai dit: «OK, moi, c'est trop pour moi parce que je suis une créatrice de contenu toute seule, derrière son ordinateur. J'ai pas, un psychologue, qui, me fait des séances, gratuites pour débriefer de tout ça, j'ai pas une cellule, gestion de crise, j'ai pas, des gens qui prennent le relais le soir et le week-end. Non, non, c'est moi toute seule, quoi. Ce que les gens oublient, en fait, que ce Mmh sont mh. des individus et des êtres humains derrière et souvent seuls. Hem et donc bah, faut, parfois couper et moi j'ai fait le choix. Alors peut-être que je relancerai TikTok et j'aimerais bien parce que c'est une plateforme qui a du potentiel, sur lequel on peut faire des choses super et je suis pas du tout, je veux pas avoir ce discours de boomer: c'est vraiment de la merde, c'est n'importe quoi, les jeunes sont complètement décérébrés». Non, il y a des choses géniales. BookTok, c'est incroyable, comme, tendance et comme pratique. Donc il y a des choses très intéressantes à faire sur cette plateforme, mais moi avec mes capacités actuelles, j'ai pas encore trouvé comment, sans que ça, vienne, mettre en danger, ma santé mentale, en fait. Donc parfois, faut couper et se dire: «Bon, bah, tant pis. Aujourd'hui TikTok, je fais du post and ghost, je publie une fois par semaine et encore quand j'y pense, c'est plutôt une fois tous les 10 jours. C'est absolument pas comme faudrait faire. Je pense que je ferais hurler, des, gourous de comment, gérer et cartonner sur TikTok. Bah, voilà, mais c'est la vie et moi, c'est ma limite et je trouve que ce que je fais sur le podcast, sur le spectacle, j'ai une petite newsletter, on en a pas parlé, là aussi, ça Oui. serait bien un jour de développer la newsletter, tout ça. Mais, on peut pas être partout, quoi. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut faire soi aussi la stratégie, minimaliste. C'est, Geneviève Gauvin, je sais pas si tu vois cette, Ouais. québécoise là, de l'expérience catching avec ses cheveux roses et tout, mais qui, en tout cas, défend l'idée de business minimaliste et te dit: «Tu vends un truc par un canal de communication avec un message et tu pas sur 36 plateformes, en tout cas pour commencer, quoi». Donc voilà, parfois se faire relâcher un peu la pression et de se dire, derrière les comptes qu'on voit sur toutes les plateformes, en fait, il y a plusieurs personnes, les amis. Les gens qui enfin les gros youtubeurs aujourd'hui, les productions YouTube, c'est des productions dignes de systèmes de production Oui. de cinéma, quoi. Enfin, Norman fait des vidéos tout seul dans sa chambre, c'est fini, ça n'existe plus. Hem, voilà, on peut pas faut pas se comparer à ces gens et bien avoir conscience des systèmes de production et les moyens qu'il y a derrière, quoi. Complètement d'accord. Marine, on arrive aux questions de la fin. Si je te dis slow marketing, tu penses à quoi? Un escargot? Bah, non, alors, au-delà de la blague, bah, slow marketing, je dirais marketing minimaliste, et de se lâcher la grappe et de se dire que, faire du bon contenu, à destination des bonnes personnes, sous le bon format, sur une seule plateforme et ben, c'est déjà vachement bien. Ouais, j'aime beaucoup. Simplifier. Dernière question, si tu pouvais recommander une seule action que toutes les marketeuses et marketeurs devraient adopter pour contribuer positivement à notre société, quelle serait-elle? Taguer chronique du sexisme ordinaire en story J'adore. Petit placement. et faire des pancartes. D'ailleurs, j'ai une vidéo tuto pancarte sur Instagram, pour ceux que ça intéresse. Donc, du carton plume chez Rougier et Play, un manche à balai rond, hein, parce que le tasseau carré, au bout d'un moment en manif, ça fait vachement mal à la main. Et puis, un tournevis pour percer des trous dans le carton et des serre-câbles, des serre-flex, pour attacher le manche à voilà et puis de la peinture. Si vous voulez pousser très loin, de la peinture à l'huile, comme ça, s'il pleut quand vous êtes dehors, ça ne déteint pas. Excellent. J'ai envie de résumer, en fait, aller en manif quoi, s'engager, Voilà et le 8 mars, voilà, amis marketeux, le 8 ouais. mars et marketeux et marketeuses, le 8 mars, ce n'est pas une occasion de, vendre, des, ateliers de développement personnel et des Mmh. ateliers crée ton parfum. J'ai vu ça, hein, dans le programme, 8 mars, d'une, ville d'Île-de-France. Mais c'est, l'occasion de s'interroger et de manifester, sur et pour les droits des femmes. C'est ça, en fait, c'est une journée de lutte. C'est pas la fête des mères. Merci du rappel, on conclura là-dessus.
Merci beaucoup Marine Pétroline, c'était, passionnant comme discussion. D'ailleurs, on a bien débordé sur le timing qu'on s'était donné, mais c'est pas Pas grave. grave. C'était un Heu, plaisir aussi. Je pensais ne pas avoir grand-chose à dire, mais en fait, si. Tu vois, tu avais pas osé. Alors juste Syndrome de l'imposteur! Encore et toujours, pourtant je le sais. quand je t'ai proposé, ta première réaction, c'était quand même de me dire que je n'ai pas de choses à dire sur cette thématique. Oui, 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 c'était: Voilà. «Mais pourquoi?» Non, mais j'étais hyper surprise, je dis: «Mais pourquoi elle me demande ça? Mais cette personne a-t-elle bien compris qui je suis et ce que je fais?» J'avais bien compris et je pense que cet épisode, a énormément de valeur, donc merci beaucoup Marine. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn, Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.